sur la vision, l'alignement et la gouvernance, les fondamentaux d'un projet d'envergure réussi. Merci de nous rejoindre, merci de participer avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, quelques petits conseils pour vous aider à interagir pendant la présentation. Vous pouvez interagir dans la petite barre des tâches en bas. Vous avez un chat où il y a déjà Chloé, notre modératrice, qui est là pour vous accueillir. Puis vous avez aussi un volet questions, donc voilà, n'hésitez pas. On fera notre mieux pour garder l'œil sur vos questions tout au long de la présentation. Et puis si jamais il y en a une qui passe à la trappe, vous inquiétez pas, on revient dessus ou on a du temps à la fin. Donc on sera Will et moi pour vous accompagner aujourd'hui. Will, écoute, je te passe la main pour te présenter. Merci Pauline. Alors, enchanté, Wilfried. Je suis UX Manager au sein de l'équipe Adelium depuis 2019 et je suis responsable de la BU, Business Unit, le pôle de développement et de conception des solutions métiers, applications mobiles, applications web. Voilà. Merci Will. Et de mon côté, je suis Pauline Perrier, je suis business stratégiste chez Adelium depuis début 2023, après de nombreuses années dans le milieu du e-commerce plutôt. Et donc, moi, je dirige la business unit dédiée à tout ce qui est études et audit, et avec un gros volet sur le contenu notamment. Donc, voilà, peut-être qu'on a déjà eu la joie de travailler sur des projets ensemble ou peut-être plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on espère vous dire des choses qui vont vous aider dans votre quotidien, parce que c'est notre mission depuis 2010. Adelium est une agence digitale qui a vocation à accompagner des clients grands comptes et des projets ambitieux dans l'atteinte de leurs objectifs et dans leur succès. On est basé à Strasbourg, on a aussi une antenne à La Ciotat, donc Will est digne représentant de l'équipe strasbourgeoise et moi ciotadienne. Donc bassin Aix-Marseille. Et en termes de clients, donc, comme je vous le disais, on accompagne des clients d'industries diverses, mais qui ont un point en commun. Déjà, les projets ambitieux, la nature de leur organisation aussi, plutôt des grands groupes. Et puis, des personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique récurrente qui nous contactaient parce que, voilà, il y a des projets portés en interne, mais qui patinent. On a du mal à aligner la vision. On a du mal à faire collaborer les équipes de production. On a un écosystème digital fragmenté. Bref, il y a plein de problématiques. On a un projet de plateforme numérique très ambitieuse. Donc, on voit ces demandes. Et dans ces demandes, on a repéré un point commun pour certains de nos clients qu'on avait envie d'aborder avec vous aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte que dans cette difficulté parfois à embarquer les équipes ou à organiser son écosystème digital, c'était jamais une question de mauvaise volonté. C'était pas du tout une question de compétence, c'était une question de vision. Et en fait, ça, c'est l'allégorie du tailleur de pierre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette petite fable, mais en tout cas, elle nous est très chère chez Adelium. L'allégorie du tailleur de pierre, en fait, c'est de se rendre compte que les équipes de production, elles sont concentrées sur leur ouvrage. Elles ont leurs propres objectifs à atteindre, elles ont leur propre mission. Et en fait, elles sont concentrées sur la pierre qu'elles taillent. Du coup, être aussi concentrées sur leur petite pierre bien carrée, parfois elles ont oublié de regarder à quoi elle sert cette pierre, la cathédrale qu'elle sert à construire. Et du coup, elle a besoin, cette équipe, qu'on lui rappelle ce qu'elle est en train de faire, qu'on lui rappelle la cathédrale, parce que parfois, en regardant sa pierre, d'un coup, on va nous livrer une pierre qui est un petit peu plus ronde, un peu plus biscornue, ou alors on va entendre parler d'une carrière qui a des super pierres bien plus rouges, bien plus jolies, alors qu'on a déjà toutes les fondations qui sont posées dans une autre couleur. Et donc, voilà, il faut réussir à rappeler les objectifs, la finalité, où on va pour rester alignés au sein des équipes. Et donc, c'est l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous apprendre à structurer et piloter un projet ambitieux grâce à des outils concrets. On sait que voilà, c'est des problématiques qui sont une perte de ressources, de temps, d'énergie chez vous. Et donc, l'idée, c'est de vous permettre d'avancer plus vite, plus efficacement, sans vous disperser. Merci beaucoup, Pauline, pour l'introduction. Donc, pour ce petit
webinaire qui va nous concerner. Maintenant, on a un petit programme. Donc, on va commencer par vraiment parler du point de départ d'un projet qui dérive, faire un petit constat. On va parler des fondamentaux d'une vision. Donc, Pauline a très bien expliqué, la vision est souvent ce qui cause des problèmes dans les organisations et des projets. Et pour ça, on va vous parler de l'atelier de vision. On a préparé un petit guide pas à pas. Après, on va vous parler de la stratégie d'alignement, puisqu'il est important d'aligner les équipes. Alors, l'alignement se fait au niveau des équipes projets, mais aussi à l'échelle d'organisation d'une entreprise. Ça, c'est important de le comprendre. Et puis, on va terminer avec un petit plan d'action et comment le mettre en œuvre au quotidien demain, ou même cet après-midi. À vous de voir. Et en tout cas, toutes les personnes qui participent au webinaire ou qui nous regardent en replay auront accès à ces livrables. On va vous donner des livrables très concrets pour pouvoir actionner des choses au sein de votre entreprise, de votre équipe. Donc voilà, vous allez recevoir tous ces documents dès la fin du webinaire. Du coup, Will, tu as introduit le point de départ d'un projet qui dérive et j'ai envie de te raconter une petite histoire. Qui est celle de Vanessa Badois, directrice marketing France. Mais elle n'est pas directrice marketing France n'importe où. Elle travaille chez Robinetland. Et en fait, elle vient nous voir en se présentant et elle nous expose un petit peu son contexte d'entreprise. Donc, elle travaille chez Robinetland et puis elle nous explique qu'il y a un site mère, le site corporate, et qu'il y a aussi un site robinetpro.com. Ça, c'est un site qui est dédié aux plombiers, aux personnes qui vont aller acheter, installer les robinets. Et sur ce site, ils vont avoir accès à la documentation technique, à des points de fidélité. Ils vont avoir des avantages liés à leur fonction, des contenus exclusifs. Okay. Et puis, il y a aussi… Pardon ? Non, je disais juste, vas-y, continue, je te suis là. Vas-y. C'est bon, tu te projettes bien dans Robinet ? Ouais, je suis à fond. Vas-y. Et il y a un autre site qui est robinetcollectivité.com parce qu'ils adressent pas seulement le marché des plombiers, ils adressent aussi des collectivités qui vont avoir des chantiers à mener au sein de leur bâtiment. Puis, ils ont aussi robinetshop.com parce que c'est important de pouvoir vendre leur robinet en ligne, de pouvoir vendre des pièces détachées. Ils pensent notamment à se diversifier en termes de produits qu'ils proposent. Donc, ils ont monté un e-commerce. Et puis, il y a robinetcatalogue.com parce que, voilà, pour que les artisans, les plombiers puissent consulter tous les produits à portée de main depuis leur téléphone portable. Il y a robinetblog.com. Donc là, c'est pour créer des articles, de la ressource complémentaire pour leurs partenaires. Et puis, il y a robinetsafe.com où là, en fait, ils proposent aux collectivités de pouvoir faire des analyses d'eau. Et donc, c'est un site à part. Et donc, Vanessa nous dit « Bonjour, je voudrais créer une plateforme unique pour nos cibles B2B. » Parce qu'effectivement, c'est un écosystème plutôt fragmenté. Son objectif, à Vanessa, je vous laisse essayer de deviner les propos qu'elle utilise en venant nous voir, en disant, voilà, ma demande, c'est de… Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui veulent tenter dans le chat de deviner ce qu'a pu nous demander Vanessa. C'est en train d'écrire, je vois des petits points. Fournir une super expérience, c'est vrai. Elle aurait pu nous demander ça, l'effet waouh. Non, Vanessa nous dit « Je voudrais rationaliser l'écosystème ». Et en fait, rationaliser, c'est un mot qu'on entend énormément au quotidien. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, rationaliser? Déjà, il y a une notion de raison. Et c'est vrai que dans cet écosystème qu'on vient de vous présenter, la raison, elle a quand même sa place parce que c'est un peu illogique d'avoir autant de briques dans l'écosystème. Et puis, il y a une notion d'organisation, de réorganisation du parcours utilisateur. Et il y a aussi une notion d'économie, parce qu'en recentrant l'effort, on va, permettez-moi l'expression, couper dans le gras, en fait. On va permettre de mutualiser les ressources. Donc là, oui, Vanessa nous présente ces problématiques, parce qu'elle en a plusieurs. Déjà, il y a le site mère robinetland.com qui est sous Sidecore. Et la licence Sidecore, elle leur coûte 80 000 € par an. Donc, c'est un budget. Et sachant que derrière, il y a plein d'autres sites. Et comme ils ont été créés un petit peu comme ça de manière indépendante, ils n'ont pas forcément la même technologie. Donc, ça crée un écosystème qui est quand même
plein de... Ah, j'ai le terme en anglais, je suis désolée, à chaque webinaire, je fais le coup, je sors toujours un anglicisme et puis je suis là, genre, je me souviens plus du terme en français. Désolée, vraiment. Comment? Écosystème fragmenté. Exactement, merci. Donc, ça a créé un système de technologie que vont devoir utiliser les employés qui est fragmenté, qui est pluriel. Il y a aussi une question de gouvernance allemande. N'oublions pas que Vanessa Badois, elle est directrice marketing France, mais c'est un groupe européen. Et donc, c'est un groupe allemand à l'origine. Et ce groupe allemand, il décide de la techno sous laquelle tourne le site mère. Ils gèrent aussi robinetpro.com et puis c'est eux qui ont tout le système de gestion des points de fidélité. Donc Vanessa, elle nous dit, bah, moi, j'aimerais bien pouvoir tout rationaliser, mais je suis quand même bloquée par cette gouvernance allemande. Il y a aussi une question de manque de culture projet dans son entreprise. Alors ça arrive très, très souvent. On vient nous voir, on a des projets ambitieux, mais au sein des équipes, on sait que voilà, les projets, souvent, ils patinent, ils ne vont pas au bout, les équipes sont beaucoup trop sous l'eau, on n'arrive pas à aller au bout, en fait. Donc, les choses restent arrêtées. Les sensations de progrès n'arrivent pas. Et donc, en fait, ça crée de la frustration dans les équipes. Et cette manque de culture projet, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un manque de ressources, principalement, donc que ce soit humaines, budget. Et puis, tout ça, ça cascade et ça fait que les équipes, elles empilent les sites au gré des évolutions internes. Donc, dès qu'il y a un besoin, hop, vite, on crée un site. Et puis, en fait, après, on s'en occupe plus trop et ça s'empile comme ça, sauf que c'est un château de cartes qui menace de tomber. Je me permets de vous partager ce petit mème qui a été partagé par l'équipe communication et qui, je pense, permet de reprendre avec humour la situation. Concrètement, l'entreprise, elle regarde le fait de lancer un projet au plus vite, elle ne prend pas le temps de cadrer les choses et elle perd de l'argent. Et du coup, on a dit son objectif à Vanessa, c'est de rationaliser l'écosystème. Mais il n'y a pas que ça, parce que quand on prend le temps de creuser avec elle, on se rend compte qu'il y a d'autres sujets sous-jacents. Dans un premier temps, en fait, Vanessa, ce qu'elle veut, c'est être leader sur le digital au sein de son groupe. Elle veut montrer que la France est capable de prendre le tournant du digital. Elle veut montrer que c'est la filière qui fonctionne le mieux. Elle veut en faire un outil pour performer. Et ça, c'est un outil qui va aussi faciliter le travail des commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, un écosystème fragmenté comme ça, on n'a pas de données, on ne sait pas traquer le client, on ne sait pas le recontacter. On doit faire beaucoup, beaucoup de manipulations à la main. Et ça, c'est du temps perdu. Et elle pense aussi à ses utilisateurs finaux, donc les professionnels. Elle veut améliorer l'expérience client. Avec un écosystème aussi tentaculaire, ce n'est pas possible. Les utilisateurs, ils n'ont pas le temps. Ils ont d'autres priorités. Là, en plus, on est sur un sujet d'artisan. Donc, on est sur des personnes qui sont sur le terrain, qui vont beaucoup, beaucoup être sur le digital avec leur téléphone et qui ont peu de culture digitale en règle générale parce que ça ne fait pas partie de leur quotidien dans le contexte professionnel. Et donc, ce qu'elle veut, c'est leur faciliter cette expérience. Donc nous, Will, j'ai envie de te dire, avec Adelium, on a la possibilité d'aider Vanessa en 4 étapes. Ah ouais, lesquelles? D'abord, on va commencer avec une partie que tu connais bien, Will, et si tu veux rebondir sur mes propos, tu es le bienvenu, puisque je sais que c'est quelque chose que tu aimes particulièrement. Il y a les entretiens parties prenantes individuels. Et là, ça va permettre de sonder le niveau de maturité des équipes. Alors, je parle dans le contexte de Robinet de Land parce que ça peut permettre plein d'autres choses et je te fais la passe décisive après, juste après Will. Mais en fait, quand on nous dit on n'a pas une culture projet, nous, on va avoir besoin d'aller comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui peut être un facteur de risque dans notre projet? Mais est-ce que Will, tu veux nous dire un mot sur l'entretien partie prenante dans ce type de projet? À quoi il peut servir également? Bien sûr, carrément. Finalement, ce que tu évoques, Pauline, c'est surtout un symptôme. Un symptôme n'est pas forcément une cause de manque de rationalisation et manque de vision partagée. Donc cet entretien, pour nous, c'est surtout le moyen de bien comprendre comment l'organisation en interne est structurée, mais aussi identifier les sponsors et les détracteurs. Parce que dans les projets, il y a aussi beaucoup de conduite du changement. Et ces entretiens vont nous permettre franchement de s'approprier l'organisation, comprendre ce qui peut bloquer. Il y a un peu de politique aussi dans ce genre d'organisation. Il est très important d'identifier ce qui peut poser problème et ne pas se focaliser uniquement sur la partie technique, j'ai envie de dire, du site Internet. Et ces entretiens sont fondamentaux pour réaligner la vision globale sur le projet.
Tout à fait, c'est une précision ultra importante. Et puis, il y a un autre outil aussi, Will, que tu connais bien, qui va nous permettre d'aider Vanessa. C'est la deuxième étape, c'est la Product Discovery, où là, on va pouvoir aller sur le terrain, collecter de la data utilisateur, parler à des utilisateurs, collecter leurs besoins et en fait collecter de la donnée qui va nous permettre de trancher dans les arbitrages, d'apporter l'éclairage sur les véritables besoins en fait de l'utilisateur final. Est-ce que tu veux nous dire un mot aussi sur la Product Ouais, Discovery? carrément, je peux. Au quotidien, on a tendance à avoir beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'avis, et sans données, ben, ça ne reste que des avis. On peut imaginer le meilleur produit du monde, mais on n'est jamais convaincu qu'il soit utile, utilisable et utilisé. Et en fait, cette phase de discovery, elle va aussi permettre d'aligner les parties prenantes sur un objectif qui sera fondamentalement utile, utilisable et utilisé pour les cibles et non pas seulement pour atteindre des objectifs d'entreprise. Il faut trouver l'équilibre vraiment entre le besoin utilisateur et le business. On n'est pas là pour dépenser de l'argent et faire de la philanthropie. Alors, on pourrait, hein, malheureusement, j'adorerais, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises. Le business est cœur et il faut trouver vraiment l'équilibre entre l'objectif d'entreprise, du projet, du produit et les besoins utilisateurs. Et c'est pour ça que cette discovery est essentielle pour réunir tout le monde. Et en troisième étape, il y a un autre point essentiel qui est d'instaurer une gouvernance stratégique, à la fois du côté de Robinette Land, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, il n'y a pas de profil dédié à ces projets digitaux, il y a un manque de maturité sur la conduite de projet, donc on a besoin d'avoir une personne côté Robinette Land qui va être garante de l'atteinte de ces objectifs, mais aussi côté agence. Donc là, dans le cas de figure où c'est Adelium qui vient aider Robinette Land, et en fait, il va y avoir un profil comme moi, un profil comme Will, qui va permettre de coordonner en fait la vision et de s'assurer qu'elle soit rappelée aux équipes et qui va être garant aussi de rappeler le périmètre projet constamment. Et puis l'atelier Flowchart aussi, qui là va être un outil qu'on va pouvoir utiliser pour en fait balayer le scope des fonctionnalités qu'on veut dans le projet final et puis préparer les itérations parce qu'on a le droit de rêver, on a le droit d'être ambitieux, mais il faut aussi être réaliste et ça, c'est notre rôle pour venir aider Vanessa. Ça va être de l'aider à prioriser les fonctionnalités essentielles pour atteindre ses objectifs dans un premier temps et ensuite préparer un plan d'action avec les autres fonctionnalités, les autres besoins du site sur de futures itérations. Et bien sûr, là, on se dit, bah, c'est parti, Vanessa, elle est sur la route du succès. Avec tout ça, on est bon. On le sait, un projet digital, ça a des imprévus, ça évolue et ça va avoir voilà, des incidents sur la vie du projet. Mais c'est là où on va pouvoir aussi mettre en place des choses pour s'assurer que si à un moment donné, il y a une sortie de route, on arrive à revenir rapidement sur la route sans se prendre le mur. Donc là, je vous disais qu'on a recommandé à Robinette Land de mettre en place une gouvernance stratégique. Comme ils n'ont pas de ressources, on leur a conseillé de recruter quelqu'un. Dans le laps de temps où on commence le projet, il y a du rachat de nouvelles entreprises. Donc, Robinette Land, ils sont ambitieux, ils sont en pleine croissance, ils sont tout le temps en train de chercher de nouvelles opportunités de se développer. Et donc, ils rachètent des entreprises. Et forcément, il y a la tentation de rajouter encore des briques dans l'écosystème. Et tout ça, il faut pouvoir le comprendre et l'incorporer dans le périmètre projet. Il y a la nouvelle ressource qui arrive dans l'entreprise. Donc, on a recommandé d'avoir une personne pour piloter, sauf qu'un recrutement, ça ne se fait pas forcément tout de suite. On peut avoir besoin d'un peu de temps pour trouver la bonne personne. Et donc, la personne, elle arrive dans un contexte projet qui est déjà bien avancé, où il y a déjà des décisions qui ont été prises, mais elle a besoin de faire ses preuves. Elle n'est pas forcément à l'aise avec la technologie qui a été choisie. On propose du WordPress et elle était habituée à Drupal, donc elle va peut-être essayer de rechallenger certaines décisions. Ça peut conduire à des revues du scope projet, que ce soit du côté des nouvelles parties prenantes ou des changements internes au sein de l'entreprise. Et donc, ça peut entraîner une prise de retard dans le projet. Mais rassurez-vous, il y a des moyens d'arranger ça. Parce que là, sinon, Vanessa, elle se retrouve sur un bateau qui est en train de couler. Mais on va sortir les rames parce que, faute de vision, le peuple est sans frein.
Et en fait, les rames, elles sont là. Elles sont dans le fait de mettre des freins, de pouvoir cadrer, borner un projet. Cette citation, ce qu'elle veut dire, c'est que quand on ne sait pas où on va, on se permet d'aller partout, on se permet de se disperser. La suite de cette citation, c'est bien heureux celui qui garde la loi. Et j'ai envie de dire que ça, c'est du côté agence où on peut rappeler en fait ce cadre-là, où on peut rappeler le périmètre qui a été défini. Et donc, les bons réflexes à adopter pour réaligner la vision, ça va être dans un premier temps de réunir les équipes de Robinetland pour reprendre l'historique projet, de réviser les rituels d'alignement. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui sont parties en vacances, qui ont un peu décroché. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été sous l'eau à cause d'autres sujets. Ça fait un petit moment qu'elles ne venaient plus au point ou qu'elles ne suivaient plus pareil, qu'elles en ont fait sauter quelques-uns. Peut-être qu'il y a des nouveaux projets chez les clients qui sont arrivés et que en fait, les rendez-vous qui étaient pris, ils correspondaient plus à leur agenda. Donc, il faut pouvoir repositionner, revoir le rythme auquel on se parle et prendre le temps, surtout, de se parler sur une base régulière. Rappeler le scope et les enjeux, c'est essentiel aussi de rappeler pourquoi on a eu des arbitrages en début de projet, pourquoi on a eu des partis pris. L'agence, elle est votre partenaire. Elle est là pour vous aider à aller où vous voulez aller, à mettre en place un plan d'action qui est réaliste par rapport à vos ressources, par rapport à votre bande passante. Et en fait, dans ce scope, nous, vous nous dites on veut aller sur la Lune, on fait notre maximum pour vous envoyer sur la Lune. Sauf que si vous avez un bateau, d'abord, il va falloir construire la fusée avant d'aller sur la Lune. Donc voilà, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Ça fait beaucoup d'images. Beaucoup. Et dans un dernier temps, on va reprioriser les demandes. Comme je le disais, voilà, c'est pas de vouloir tout de suite, mais c'est de savoir par quel bon bout on peut prendre le sujet pour arriver à nos objectifs. Après, la cathédrale et la relation avec la Bible, je vais prendre un peu le large, si vous voulez bien, et je vais continuer avec les images, d'accord? Une vision, c'est ce qu'évoque Pauline plus tôt, c'est important qu'elle soit claire. Mais pourquoi finalement? Qu'est-ce que c'est? Et en quoi c'est vraiment essentiel? Eh bien, il faut vraiment se dire que cette vision, au-delà de la cathédrale, c'est quelque chose de très loin qui nous éclaire comme un phare et qui va nous permettre d'avancer, vraiment d'atteindre notre objectif. On prend l'exemple aussi du bateau, hein. Forcément, on est en pleine mer, on est en plein voyage. On a besoin de savoir où on va, on a besoin d'être guidé, on a besoin que toutes les directions stratégiques soient connues et visibles par toutes et par tous. Ça donne vraiment un sens à l'action collective et ça motive les équipes. C'est carrément faciliter l'alignement autour des objectifs communs. Quand je vous dis que je vais prendre un peu large, c'est que là, juste avant, on vous parlait vraiment de la dimension un peu projet. Je vais essayer de vous parler un peu plus de la dimension entreprise, l'étape au-dessus, ce qui va forcément avoir un impact sur les projets et les décisions stratégiques des décideurs. Parfois, sur des projets digitaux, au bout d'un moment, quelqu'un arrive et dit « j'aime pas pour commencer ». Cette personne n'a pas été embarquée dans les équipes, c'était quelqu'un de très stratégique et là, on est mal. Comment cette personne arrive le plus tôt possible, ou du moins que les personnes qui travaillent sur le projet de manière opérationnelle soient toujours alignées avec les objectifs communs. Donc l'idée vraiment de la vision, c'est aussi d'augmenter l'engagement en connectant vraiment les tâches quotidiennes, les tâches vraiment, j'ai envie de dire, de tous les jours, de tout le monde, avec le but qui rassemble l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. D'accord? Donc, petite définition rapide. La vision, c'est vraiment la destination. C'est le rêve ou l'ambition à très long terme. Elle décrit vraiment l'organisation que l'on veut devenir à très long terme. Je prends un exemple. Tesla, tout le monde connaît Tesla, je crois. Leur vision, c'est accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. D'accord? Et cette vision doit répondre à où est-ce qu'on veut aller. Simple, efficace. La mission, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour se rapprocher de cette vision. Je reprends l'exemple de Tesla. Ça va être concevoir des voitures électriques et des solutions énergétiques propres. Ça, c'est leur mission. Ça répond à la question de que faisons-nous, pour qui et pourquoi. D'accord? Et finalement, après, il y a la stratégie. C'est vraiment le chemin pour y arriver. C'est le plan concret, les actions qu'on va vraiment mener au quotidien pour atteindre cette mission et à long terme, la vision. Je reprends l'exemple de Tesla, ça va être rendre les véhicules haut de gamme désirables et créer une gamme plus accessible et investir dans les infrastructures. Là, on est vraiment sur l'opérationnel finalement. Une fois qu'on a cette définition et qu'on est raccord, forcément, on va se poser la question dans l'entreprise. Une entreprise sans vision, c'est la slide d'après,
clair et qui n'est pas communiqué, ça donne quoi? Et là, je peut-être passe à Pauline. Eh ben, Will, ça donne un petit peu ce qu'on a vu avec Vanessa. Dans un premier temps, c'est une stratégie qui est en échec parce qu'en fait, au lieu d'avancer, on passe son temps à rattraper les erreurs qui sont faites, on passe son temps à tout recontextualiser, tout repenser, rechallenger. Voilà, c'était le mot qui ne venait pas. Et donc, on n'avance pas, en fait, on patine. Ça va être aussi un manque de mutualisation de ressources, des ressources qui sont dispersées. Quand on a 12 sites qui pourraient être regroupés dans un, et ben, c'est des licences, c'est des coûts de développement, c'est des coûts de maintenance, c'est de la formation des équipes, surtout s'il y a des technologies différentes. Ça va être aussi un impact sur l'identité de marque. C'est possiblement une dilution du message, une dilution de la façon dont on se présente au monde. Parfois, on voit des sites pirates qui émergent. L'entreprise mère n'est même pas au courant qu'il y a eu des sites qui ont été créés. Du coup, ce n'est pas forcément à la charte. Il n'y a pas eu de gouvernance en place. On n'a pas pu mutualiser certains moyens, certaines bonnes pratiques. Les personnes, en fait, restent silotées, encore une fois, sur leur pierre en se disant « Ah, mais moi, mon département, il a tel objectif, donc je vais faire un site », mais sans penser logique groupe et sans penser à comment on peut mutualiser les moyens et comment on peut avoir une stratégie commune qui permette d'être vertueuse pour tous. Et donc forcément, on se retrouve dans un bateau qui prend l'eau. Mais j'ai envie de vous parler d'un cas qu'on a eu chez Adelium, un cas très positif justement de volonté de mise en place d'une gouvernance et d'une harmonisation de l'écosystème digital. C'est le cas Airbus, Airbus Group. Donc nous, on travaille avec Airbus depuis 2021 et avec Airbus Group depuis 2022 autour d'un projet de Web Factory qui était porté en interne par les équipes Airbus. Et en fait, ils avaient la volonté de faire le redesign du site, mais aussi de mettre en place une gouvernance du digital, notamment par la mise en place de templates pour réorganiser en fait les parcours utilisateurs et donner des repères visuels, parce que finalement, tout se ressemblait un petit peu sur le site. Et donc, on a travaillé collectivement, vraiment en co-conception avec les équipes Airbus pour mettre en place une nouvelle charte graphique, une révision aussi du design des templates. Voilà, on a pu permettre de développer des nouveaux composants, de mettre en place des logiques de page vraiment systématisées par typologie de gabarit, un retravail des parcours, mais aussi un retravail de l'identité de marque employeur. En fait, sur le site airbus.com, il y a les sujets corporate et les sujets marque employeur qui cohabitent. Et du coup, on a pu aider, parce qu'il y a quand même un gros volume de personnes en recherche d'emploi qui parcourent ce site. Donc, on a pu aider cette section à retravailler son tone of voice, retravailler ses contenus, retravailler ses parcours pour incarner leur identité. Et tout ça, ça s'est fait en effort de co-conception collectif. Et c'est parce qu'il y avait une vision commune qui était portée. Airbus, leur devise, c'est We are one. Et en fait, là, ils l'ont vraiment montré avec ce projet, cette volonté de pouvoir procurer une expérience utilisateur égale, quel que soit le site sur lequel on va des entités groupes, en proposant un design unifié, un tone of voice unifié aussi, et des parcours beaucoup plus fluides. C'est très important de bien identifier pourquoi aujourd'hui on se pose des questions sur la vision, si elle est partagée, compréhensible par tout le monde. Et je pense qu'il est intéressant de régulièrement, pourquoi pas tous les 6 mois, de se poser 4 grandes questions, sur une échelle de 1 à 5 finalement, 4 grandes questions qui seraient est-ce que cette vision est facilement mémorable? Est-ce qu'elle est inspirante pour les équipes? Est-ce qu'elle donne une direction claire? Et surtout, est-ce qu'elle est comprise de la même façon par tous, en fait, toutes et tous? Et que ce soit sur le projet que l'on est en train de réaliser ou à l'échelle de l'entreprise, encore une fois. Je pense fondamentalement qu'une vision, c'est une fondation partagée de l'avenir. Il faut vraiment qu'elle soit au centre de l'entreprise, du projet, et qu'elle permette vraiment d'être inspirante pour l'ensemble des équipes. Donc, comme on l'évoquait plus tôt, il y a l'atelier vision, pardon, partie prenante, c'est encore autre chose, qui se découpe en
trois phases, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Trois phases, c'est ça, hein. Donc, la première phase, effectivement, c'est l'exploration. L'exploration du passé, du présent, se dire qu'est-ce qui nous a mené jusqu'à ici, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et pour ça, on commence à faire vraiment un tour de table avec les parties prenantes. Donc, il faut vraiment identifier les bons profils, les bonnes personnes et bien comprendre, OK, quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, un SWOT, nos menaces, et dire voici l'état des lieux et voici ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Il n'y a rien de pire quand on fait un projet, quand on fait une entreprise, quand on fait une organisation, d'entendre à la fin, c'était mieux avant. Donc, il vaut mieux identifier le plus tôt possible ce qui fait qu'on a des forces et des faiblesses et bien faire les bons choix à ce niveau-là. Et Une fois d'ailleurs, qu'on a... Oui, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu peux parler potentiellement des outils qu'on peut mettre en place pour mesurer? Parce que je sais qu'on aime bien dans nos projets en général faire une mesure du redesign avant-après. Si tu peux en dire deux mots. Quand tu parles de mesures, de redesign, on est sur le projet, c'est ça? Un site, par exemple? Sur un site, par exemple, en fait, quand on met en... Parce qu'effectivement, c'est là où c'est le plus simple de le mesurer au quotidien. Mais par exemple, quand on va travailler sur un projet digital, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prendre la température à l'instant T et puis ensuite faire la même chose une fois que c'est fini pour s'assurer qu'on a pris la bonne direction? Ouais, très, très bonne question. Très, très bonne question, Pauline. Eh bien, finalement, ça va dépendre des objectifs. Si l'objectif, c'est d'augmenter la génération de leads, par exemple, il est important d'identifier sur une courte période le niveau de lead actuel pour s'assurer qu'on ait un étalon, un niveau d'étalon, tout simplement. Puis, pendant les différentes phases du projet, c'est bien se poser les bonnes questions de quels sont les outils méthodologiques, ateliers parties prenantes, entretien utilisateur, flowchart, etc., qui vont nous aider à actionner les bons leviers pour augmenter cette génération de leads. Et à la fin, une fois qu'on a terminé, on peut effectivement remesurer cette partie-là. Est-ce que la génération de leads a augmenté ou pas? C'est un premier exemple. Après, il y a des exemples liés à la satisfaction utilisateur. C'est important en amont, lors des phases d'exploration, de questionner le niveau de satisfaction. Ça peut être par les NPS ou les CSAT. Donc, Customer Satisfaction, j'ai un doute, j'ai m'arrêté là. Et le réévaluer à la fin du projet. Pas tout de suite à la fin, laissons un peu vivre le produit. Et pareil en interne, tout de suite identifier à niveau des parties prenantes ce qui peut poser problème, mais aussi en termes d'organisation interne. Parfois, il y a des équipes de vente, des équipes de prod, de service client qui sont impactées directement par des produits digitaux. C'est important d'identifier comment ils sont impactés lors de la refonte et là, mesurer pareil avec de la donnée, les changements et surtout être certain que ça va apporter du positif. J'espère que je réponds à ta question, Pauline. Totalement. Il y a une autre chose intéressante aussi, c'est quand vous adressez des cibles différentes et que vous avez plusieurs sites. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire des études sur les personnes qui naviguent avant, après, et de voir si on arrive à bien redispatcher avec le travail de réorganisation des parcours. Voilà, c'est un sujet passionnant, on pourrait y passer des heures, mais c'était pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez mettre en place pour mesurer justement l'impact de vos actions. Totalement. Si je reviens sur l'atelier vision, il y a donc la deuxième phase qui sera finalement de construire cette vision. Donc, il y a un exercice de projection. Qu'est-ce qu'on souhaite atteindre? Quel est l'idéal dans 2 à 3 ans? Alors, la vision, elle peut évoluer plus rapidement. Et certaines personnes me demandent, et je sais que Pauline me pose la question aussi, qu'est-ce qui se passe quand 2 entreprises ont la même vision? En préparant le webinaire, on avait regardé la vision de Danone et de Björg. Ce ne sont pas exactement les mêmes, mais ça s'en rapproche quand même pas mal. La différence, elle va être dans l'exécution, dans le tone of voice, dans la communauté qui vont être créées, dans les actions quotidiennes, dans la stratégie. Une vision commune avec l'entreprise, ce n'est pas forcément un problème. C'est même parce qu'il y a des choses constatées sur notre société qu'on veut répondre à cette situation. Donc, une vision commune, ce n'est pas un souci. Là où c'est intéressant, c'est au niveau de la stratégie, de la mission et surtout au quotidien, comment les équipes sont embarquées sur cette vision. Donc, sur cette vision, effectivement, il est important de bien identifier la projection, de brainstormer avec les bonnes personnes. C'est très important d'identifier les bons profils qui vont être moteurs suite à cet atelier. Et enfin, consolider vraiment et converger vers quelque chose qui sera le garant de ce regroupement d'idées et moteurs. D'accord? Une fois qu'on a tout ça, c'est là qu'on va passer à la troisième phase du rêve à la réalité. C'est bien de rêver, c'est bien de voir grand
Pauline l'évoquait plus tôt avec sa fameuse fusée, mais on va commencer d'abord par faire, je crois que c'était une voiture puis un bateau, ou un bateau puis un train. Non, si vous voulez aller dans la Lune, il faut déjà avoir une fusée. Exactement. Bah, là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc, on va identifier vraiment des chantiers pour atteindre notre objectif, l'objectif Lune, poser la roadmap stratégique, OK, bah, quelles sont les étapes pour y arriver, et formaliser cette vision et la partager à l'ensemble des contributeurs. D'accord? Donc, on vous partagera le template Notion. Alors, petite précision, ce template, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la lettre. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vous inspirer. Je ne suis pas très framework recette de cuisine. On est plutôt pour vous aider à prendre une direction. Il faut vous l'approprier et le triturer au maximum pour que ça colle au mieux à votre organisation. D'accord? Oui, parce que c'est vrai, tu fais bien de le dire, Will. Chez Adelium, on a tendance à vraiment, enfin, c'est pas tendance, c'est dans notre approche, on personnalise tous les ateliers en fonction de votre typologie d'entreprise, d'équipe, de votre problématique. Donc là, c'est une trame qui est un peu généraliste, mais voilà, c'est important que vous vous l'appropriez. Exactement. Je parle de vision, ce qui peut paraître très abstrait. Et finalement, Pauline, tu l'as évoqué aussi plus tôt, tu parlais de rationaliser. Et moi, je parlais d'alignement. D'alignement vraiment des actions communes où on va tous dans la même direction. Et surtout de l'impact sur la performance, que ce soit opérationnel ou à l'échelle de l'entreprise. D'accord? J'ai tendance à partager trois piliers fondamentaux. La communication claire et transparente, vraiment communiquer à tous les échelles, que ce soit du bottom-up ou du top-down, vraiment communiquer de manière transparente. On ne va pas tout communiquer. Il y a des choses qui ne concernent pas 100% des collaborateurs. Ça, vous êtes seul garant de savoir ce qui est confidentiel ou pas. Mais il y a forcément des choses qui peuvent être partagées et qui vont enrichir l'ensemble des expériences des collaborateurs et davantage apporter de motivation. Et comme quoi, par exemple, Will? Comme information, bah, ça peut être les petits succès. Typiquement, quand une équipe de vente a atteint ses objectifs, c'est important de le communiquer même aux équipes techniques ou aux équipes support parce qu'ils ont aussi contribué à l'expérience client, collaborateur global et c'est aussi en partie grâce à eux en fait. Il n'y a aucune équipe, même dans une relation silotée, qui travaille seule en fait. C'est vraiment l'action collective. Et le partage de chaque succès par entreprise, par pôle, pardon, va permettre d'amener cette notion d'avancement collectif vers la vision. D'accord? Donc, il y a les petits succès, il y a les objectifs aussi, il y a les retours quand on sent que l'équipe, elle est un peu justement en train de regarder sa pierre parce qu'elle est dans un goulot d'étranglement, de rappeler le pourquoi du comment. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les canaux de transmission qu'on peut utiliser, enfin les méthodes qu'on peut mettre en place? Parce qu'une communication claire, ça peut être un daily standing meeting, donc une réunion de 15 minutes tous les jours, ça peut être un canal Slack, ça peut être une newsletter, ça peut être plein de formats. Totalement, totalement, parce que ça va dépendre aussi de l'échelle et de la taille de votre entreprise, de l'organisation, de votre mode de travail. Donc finalement, tout canal de communication qui sert aujourd'hui à demander quelque chose à un collaborateur, une collaboratrice, sert de partage de ces informations finalement. Donc oui, ça peut être un canal Teams, Slack, un Notion, un intranet. L'idée, c'est de créer des rituels et surtout de permettre à chacun et chacune de retrouver les informations et pourquoi pas créer des événements autour de ces succès, identifier des jalons où on va célébrer le fait qu'on ait avancé dans notre atteinte de la vision à travers la mission. D'accord? Oui, oui, totalement. C'est très important vraiment de célébrer tout ça et d'apporter de la reconnaissance. C'est le troisième point, mais ça va avec finalement, ça va clairement avec. Donc, juste avant, je me perds, la définition précise des missions et des priorités, c'est très important. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler des RACI. Donc, c'est vrai de définir qui est responsable, qui est accountable, j'ai oublié le terme en français, je fais une Pauline, désolé, qui est contributeur et qui est informé sur une échelle projet. Mais dans l'échelle de l'entreprise, c'est aussi important d'identifier quelles sont les personnes qui décident, quelles sont les personnes qui ont une vision stratégique, quelles sont les personnes qui contribuent et quelles sont leurs priorités. C'est fondamental. Et comme je l'évoquais un peu plus tôt, la reconnaissance à travers effectivement ces différents canaux de communication, mais aussi le manager avec son manager en face à face, avoir des feedbacks, c'est fondamental. Un feedback positif, un feedback, on n'a pas tendance à dire négatif, plutôt constructif, c'est fondamental. Savoir ce qui s'est passé, l'erreur et comment avancer. Et surtout, se rappeler que tout ce que l'on fait, ça va dans le sens du collectif. D'accord? Donc, vraiment encourager les feedbacks. Et pas que les feedbacks
top-down, et aussi les bottom-up. Comment un contributeur individuel peut aussi faire un feedback à son manager ou à sa hiérarchie. C'est fondamental. Oui, on a une première question qui me permet de prendre la main. On a une question qui nous dit comment vous faites quand un client vient avec un budget donné et une durée spécifique pour refaire un site, par exemple, et que vous lui proposez d'augmenter le budget et la durée pour travailler toute cette partie de cadrage. Alors, il y a une précision qui dit je trouve ça très utile, d'où ma présence aujourd'hui. Donc, merci déjà. Dans un premier temps, en fait, l'idée, ça va être d'avoir une discussion ouverte avec ce client. On ne propose pas d'augmenter un budget et une durée sans raison. C'est si on identifie vraiment un besoin de méthodologie plus complète qu'on va le proposer, mais la méthodologie peut aussi s'inclure dans le budget du client. Donc, c'est du cas par cas. Après, voilà, quand il y a un besoin justement d'ouvrir le cadrage, d'être peut-être un petit peu plus musclé sur cette phase du projet, généralement, les clients, ils le comprennent, ils le savent. C'est aussi pour ça qu'ils s'adressent à nous. Chez Adelium, on est vraiment des partenaires, on n'est pas des exécutants. Donc, c'est vrai qu'on ne remplit pas un cahier des charges en disant, bon, bah voilà, vous voulez un site comme ci, comme ça. On aime bien réfléchir sur votre projet, réévaluer vos objectifs commerciaux et puis prioriser, comme on le disait, les chantiers. Vous montrer que peut-être que vous n'avez pas besoin de tout de suite et peut-être qu'en fait, avec ce budget, on peut prendre un peu plus de temps sur le cadrage et peut-être prioriser certaines fonctionnalités sur une période plus long-termiste pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Totalement, en sachant que le budget, c'est pas censé être un frein, censé être un moteur, puisque ça va forcément nous forcer, belle répétition, nous demander à être créatif, innovant sur quelle est la solution aujourd'hui qui répond aux objectifs dans cette contrainte budgétaire ou de temps. On n'est pas obligé de faire une grosse fusée tout de suite, en fait. On peut faire des choses plus petites pour déjà avancer vers l'atteinte de notre objectif et y aller pas à pas, à l'échelle de l'organisation, à l'échelle de notre mission et de notre vision. L'argent, c'est pas toujours le levier de croissance attendu. Surtout que c'est un investissement. En général, ça permet vraiment d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, les clients comprennent aussi l'importance d'allouer le bon budget au digital. Et puis voilà, comme on le disait, chez Adelium, on fait vraiment du sur-mesure en fonction de votre problématique. On a une méthodologie qui est très cadrée, mais qu'on sait adapter et qu'on sait doser en fait en fonction du besoin. Totalement, totalement. Donc, si vous me demandez comment est-ce que vous pouvez évaluer et améliorer les demandes de vos équipes en interne, je le rappelle juste en 5 points, c'est vraiment se poser des questions sur la compréhension partagée des objectifs. Donc, pareil, c'est des questions qu'on peut poser à nos équipes, alors que ce soit sur le projet ou avec même un prestataire externe lors de la relation d'un site internet ou autre produit. La clarté des rôles et responsabilités, qui fait quoi et qui est responsable de quoi. C'est fondamental pour commencer un projet et être sûr que la communication après sera saine et surtout claire. La cohérence des priorités, être certain qu'on va tous dans la même direction, que quelqu'un dans son coin n'a pas envie de faire quelque chose qui est hors scope ou pas prioritaire. Et encore une fois, comme je l'ai évoqué plus tôt, avec le respect du budget et du délai, et surtout l'efficacité des prises de décision. Il faut des décisions claires, pas forcément des allers-retours dans tous les sens, et éviter qu'il y ait 5 à 6 personnes qui décident en fait. C'est important de déléguer, de se faire confiance. Il y a une personne qui prend la décision, on lui fait confiance, parce que de toute façon, dans le digital, rien n'est immuable. On pourra toujours faire des améliorations, on pourra toujours changer. Et c'est l'expérience utilisateur qui donnera la vérité. Donc, ce n'est pas la peine de passer énormément de temps à chercher la solution parfaite, puisque peut-être que dans 6 mois, vous allez changer d'avis parce que vous vous rendrez compte que la performance, elle n'y est pas. Et peut-être que ça marchera très bien et que vous aurez d'autres idées et qu'il faudra aller encore plus loin. Donc, vraiment, c'est fondamental d'identifier une personne clé qui prendra les décisions. D'accord? À savoir une chose, c'est que je vous parle de tout ça, mais il y a la data qu'évoquait Pauline plus tôt. C'est très important. Piloter un projet ou une équipe, que ce soit à l'échelle, encore une fois, de la conception d'un produit digital ou autre chose, même faire des chantiers à la maison et une entreprise, sans la data, c'est comme conduire votre voiture, votre avion, votre hélicoptère, ce que vous voulez, sans tableau de bord. Ce n'est pas possible. Moi, personnellement, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de savoir le niveau d'essence, j'ai besoin de savoir la vitesse à laquelle je roule, j'ai besoin de mon petit outil de navigation pour savoir où est-ce que je vais sans que je me perde, c'est certain. Donc vraiment, si je le transpose à l'échelle de l'entreprise ou d'un projet, encore une fois, vraiment dire que la vision,
ça donne la destination. Je vous parlais de cathédrale, de phare, ce que vous voulez, mais c'est la destination, c'est où on va. Et là, je vais introduire un nouveau terme, les OKR, Objective and Key Result. Les OKR, c'est une façon d'identifier ce que l'on va faire et mesurer ce que l'on fait. Le O pour objectif, c'est vraiment l'ambition qualitative. On est vraiment là-dessus. Elle doit être inspirante et claire. D'accord? Par exemple, on veut améliorer l'expérience utilisateur sur notre plateforme. Simple, c'est un objectif. Le key result, ça peut être tout simplement qu'à travers l'amélioration de l'expérience utilisateur, je veux obtenir un score de satisfaction de 85%. Ça, c'est l'objectif, le résultat clé. D'accord? Et ça va forcément alimenter votre vision via ce fameux tableau de bord de données. Les données, c'est ce qui va alimenter le tableau de bord. C'est le niveau d'essence, la vitesse, toutes les petites lupiotes qui vont s'allumer. C'est ce qui va venir de la data. Un petit schéma rapide pour bien comprendre tout ça. Donc, d'un point de vue stratégique, on est sur la vision. Le haut de OKR, c'est toute la partie tactique, managériale. D'accord? Et KR, donc le Key Result, c'est la partie opérationnelle. Un exemple concret, on a une vision globale, devenir leader de la mobilité durable en Europe. Vision, North Star, cathédrale, lune, ce que vous voulez, inspirant. D'accord? Objectif stratégique au niveau de la direction, on veut réduire de 30% l'émission de CO2 des produits d'ici 2028. Objectif pas inatteignable, on n'a pas dit fin 2025, d'accord? 2028, on se laisse un peu de temps, on est réaliste, on donne ça comme cap. On accepte que ça soit pas atteint, mais chaque pas vers cet objectif sera positif. Objectif d'équipe produit, donc que ce soit au niveau des managers par exemple, c'est concevoir 2 nouvelles fonctionnalités éco-responsables d'ici fin 2025. C'est réalisable, ça se tient, au regard du budget et des délais, ça match. Et donc, les key results pour la partie opérationnelle, vos équipes de production, ce serait potentiellement livrer un POC validé par vos cibles en septembre. Bon, là, on est en juin, donc c'est un peu court, je vous l'avoue, plus avec l'été, il fait beau, il fait chaud. Réduire de 20% les requêtes serveurs par utilisateur. 80% des utilisateurs jugent la fonctionnalité utile. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de décomposer cette vision stratégique en des choses actionnables au quotidien pour vos équipes. En fait, il ne faut pas uniquement avoir quelque chose qui est magnifique et poétique, c'est nécessaire, mais il faut être quelque chose de concret pour vos équipes, qu'ils l'aient en main. Si vous voulez, j'ai tendance à dire que le manque de sens que peut avoir un contributeur, une contributrice, c'est pas parce qu'elle ne sauve pas ou ne sauve pas le monde, en fait. C'est simplement qu'il ou elle a besoin de savoir que ce qu'elle fait au quotidien sert à quelque chose, sert au collectif, et que chaque action que je fais a un impact et nous amène vers notre objectif et notre vision. D'accord? Pareil, on a un petit checklist à vous partager avec comment évaluer l'alignement des équipes. Donc, première phase, on détecte rapidement les signes des alignements. Ça peut être, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'objectif, il n'est pas clair, c'est flou, la communication, elle est assez rompue, c'est inégal. Il y a des conflits récurrents en interne par les collaborateurs. Certains parlent plus fort que d'autres. Il y a un manque d'engagement, de motivation. Toutes ces choses-là qu'il faut identifier. OK, c'est la phase 1. Après l'organisation de session de réalignement efficace, les OKR que j'évoquais plus tôt, objectif, key result, et la mesure. Parce que sans mesure, on n'améliore rien en fait. Il est important d'avoir de la data, mesurer cette data et apporter du progrès. D'accord? J'ai beaucoup parlé. Je te laisse la main, Pauline. Oui, alors déjà, ce qui est important de dire aussi, c'est que voilà, vous aurez accès à ces trames pour vous aider. Donc, vous avez bien fait de venir. Vous avez des outils concrets pour vous accompagner par la suite que vous allez recevoir directement dans votre boîte mail. On va avoir un petit moment aussi là pour que vous posiez vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à interagir si vous avez des retours, si vous avez envie de nous poser des questions, peut-être sur un cas, des questions que vous vous posez sur la conduite de projet, sur la vision, sur un cas particulier que vous avez. Et puis rapidement, alors très très rapidement, parce que personne n'aime une coupure pub, mais juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire chez Adelium. On a plusieurs ateliers qu'on peut vous proposer. On vous a parlé de l'atelier vision, de l'atelier partie prenante, du flowchart. On a effleuré rapidement le blueprint aussi dans la question
voilà, d'organisation des parcours et de définition des rôles. On peut aussi vous aider sur toutes les parties audit, études, donc tout ce qui va être des audits adaptés à votre solution digitale, de la product discovery aussi sur le terrain. Donc voilà, si vous avez besoin de vous faire accompagner sur ces problématiques, parce qu'on sait que parfois, on se retrouve un peu tout seul dans son équipe à essayer de porter la voix et puis chacun regarde sa pierre et on a besoin de tous se mettre autour de la cathédrale. Je reste sur cette métaphore, mais parce qu'elle est très parlante et que c'est la fable d'inconnu. Mais voilà, c'est important aussi de savoir se faire accompagner et de pouvoir mettre un regard neutre dans la boucle. Et je crois que Will, tu avais une jolie conclusion à nous faire. Oui, si je devais récapituler en quelques points ce qu'on s'est dit. Alors effectivement, il y a l'expérience de Vanessa Badois qui est pas isolée. Hein. Beaucoup d'organisations vivent ce type de situation. Et c'est normal, hein. C'est vraiment parce que l'objectif de chaque collaborateur, c'est de faire de son mieux, finalement, de proposer des choses qui répondent à la vision. Il faut que ces visions soient claires et partagées parce que c'est le fondement en fait, de tout projet réussi. Et encore une fois, que ce soit à l'échelle de l'entreprise, d'un produit, d'un partenariat avec une agence et quelque part, encore une fois, même personnel, c'est fondamental. L'alignement des équipes, c'est pas un état, c'est un processus continu parce qu'il y a des aléas au quotidien. Il y a à un moment donné, il fait chaud, donc des fois on n'est pas motivé. C'est important d'aligner tout le monde, de s'assurer qu'on aille tous dans la bonne direction et que ce soit constant, ensemble. D'accord. La gouvernance, elle doit être adaptée au niveau de complexité en fait. Il ne faut pas structurer des organisations parce qu'on a vu un exemple quelque part et ça marche derrière. Il faut aussi s'écouter soi-même, regarder ses collaborateurs, communiquer clairement et mettre une structure d'organisation finalement à la hauteur et à l'échelle de vos ambitions. C'est fondamental. Et c'est vraiment la combinaison entre la vision claire, les équipes alignées et cette gouvernance adaptée qui a vraiment accéléré les projets. Les projets, ça va vraiment vous aider à atteindre vos résultats. Et c'est ça, finalement, qui va amener au véritable succès. Merci pour cette belle conclusion, Will. Et puis merci à tous pour votre écoute, que vous soyez en direct ou que vous nous regardiez en replay. En replay, du coup, vous aurez accès via un lien, que ce soit sur la page où vous nous avez trouvé ou sur YouTube, pour récupérer vos livrables. Et puis, pour ceux qui sont présents, encore merci d'avoir participé, d'avoir interagi avec nous. Et puis, on vous envoie de ce pas les livrables pour que vous puissiez commencer à mettre des chantiers en route chez vous. Mais on reste disponible pour une petite session questions. Donc, n'hésitez pas. C'est dans la barre de tâches en bas à droite. Vous avez une partie chat, une partie questions. Donc, voilà, si vous voulez nous dire un petit mot, on est à votre écoute. Et puis sinon, on vous libère pour retourner à vos occupations. Je vois des petits points. Ce sont des petits mots de remerciement qui arrivent. Pas de questions a priori. Effectivement, Chloé rappelle dans le chat que vous avez un mail auquel vous pouvez nous contacter, consultant au pluriel @adelium.com. Vous avez aussi nos mails en direct. Si vous avez une question à nous poser en direct, n'hésitez pas. Eh bien, on vous libère alors s'il n'y a pas de questions. Merci à tous d'avoir passé cette pause déjeuner avec nous. C'était un plaisir et puis on espère que la prochaine fois, on pourra en partager une avec vous en direct. Enfin, je veux dire en présentiel. Parce que c'était du direct. Chloé vous envoie les liens utiles dans la barre de chat. Voilà, comme ça, vous pouvez tout récupérer. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée.